Bonjour à tous, c'est Lusgar. J'espère que vous êtes tous très très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle Clipasta, mais elle arrive après l'annonce. Donc chaque chose en son temps. Déjà je tiens à vous remercier d'être déjà 120 à me suivre. Quand j'ai repris la chaîne à l'époque, on était même pas 90, je crois que j'avais descendu en dessous des 90 abonnés. Et là on est arrivé à 120, donc en un mois de reprise de vidéo, un mois et demi presque. Donc ça fait plus 30 abonnés, et franchement je suis très content d'avoir gagné 30 abonnés, presque un abonné par jour. Ça va, je suis assez content. Et je suis assez content de vous, du coup, et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre à chaque vidéo. Et à chaque vidéo, de nous donner des conseils pour améliorer les vidéos, et voilà. Donc voilà, donc là, encore une fois, je vais vous demander un coup de main. Vous êtes beaucoup à me donner des conseils très rapidement, ça veut dire qu'en gros, vous me dites, ouais, fais juste ça, etc. Là, je me demandais, est-ce que vous pourriez, dans les commentaires de cette vidéo, ou alors vous m'envoyez un message privé sur YouTube, non, c'est pas possible, ou sur Twitter, Instagram, il y a les liens dans les réseaux en bas. Vous m'envoyez un petit message et un commentaire et vous me dites ouais voilà ce qu'il faudra améliorer sur tes vidéos c'est ça. Par exemple ouais ce qu'il faudra améliorer sur tes vidéos c'est le montage, il n'y a pas assez d'images, il n'y a pas assez de musique, c'est trop lent. Donc voilà, j'ai amélioré cette partie-là. Et si vous me dites ouais faudrait que tu améliores ta diction parce que c'est pas assez clair, vous me le dites, je m'améliorerai là-dessus, je ferai des efforts, etc. pour que ça rende la vidéo plus sympa. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, je regarde mes notes en fait, c'est que j'ai des notes à côté. La deuxième chose, ça sera que tout de même, à la fin du confinement, donc je vais commencer à regarder un petit peu là pour l'instant, s'il n'y a pas des communautés urbex, peut-être sur Poitiers, un truc comme ça, pour faire un peu des sorties urbex, sur Poitiers ou aux alentours, donc vu que moi je suis de Poitiers, c'est plus simple pour moi, de faire la sortie autour de Poitiers, donc on va faire des petites sorties urbex qui seront filmées et mises après sur YouTube, après un montage, etc. bien entendu, je vais pas les envoyer comme ça, à la va-vite. Donc voilà, ça sera la grosse partie qui ira, ça sera au gré des trucs, en fait, au gré des urbex. S'il y en a qu'un seul dans le mois, il y aura une seule vidéo. S'il y en a 15, il y aura qu'une seule vidéo. Je vais pas monter 15 vidéos d'urbex en 3 jours, quoi. Je vais péter un câble question montage. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est fait. Troisième chose, voilà. Donc on va essayer de faire, et ça va être plus tard. Donc ça, en gros, pour l'instant, les clips Insta resteront tous les mercredis à 14h. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres dates de prévues, il n'y a pas d'autres heures, il n'y en a qu'une seule par semaine pour l'instant. Et après, c'est une fois toutes les 2 semaines, j'ai l'intention de faire un peu des threads d'horreur, ou alors des histoires glauques, en fait, qui sont arrivées. Donc, par exemple, je vais vous mettre des petits noms comme ça qui vont défiler en description, des petites histoires comme ça glauques qui sont arrivées à une époque, ou qui arrivent encore il n'y a pas longtemps, et vous les racontez en facecam, donc vous aurez souvent ma tête, une fois toutes les 2 semaines, quand vous aurez ma tête, pour raconter ces histoires. Donc voilà, donc je vous remercie tous, pour ceux qui me diront si ça les intéresse, les 2 nouveaux points, donc les urbex et les threads d'horreur et histoires réelles, entre guillemets. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire sur ce que vous pensez des vidéos, sur ce qu'il faut améliorer, etc. pour que j'améliore ce point-là, et que ça sera encore plus sympa pour vous, pour moi, et éventuellement pour les nouveaux qui arriveront plus tard. Voilà, je vous remercie, bonne vidéo à tous. Pendant mon enfance, ma famille était comme une goutte d'eau dans une vaste rivière, ne restant jamais au même endroit pour très longtemps. Nous avons vécu à Rhode Island, quand j'avais 8 ans. Nous y sommes restés jusqu'à ce que j'aille au collège, à Colorado Springs. La plupart de mes souvenirs sont enracinés à Rhode Island. Mais il y a des fragments dans le grenier de mon cerveau qui appartiennent aux différentes maisons dans lesquelles nous avons vécu quand j'étais plus jeune. La plupart de ces souvenirs ne sont pas clairs et sont inutiles. Moi poursuivant notre garçon dans la cour d'une maison en Caroline du Nord. Moi essayant de construire un radeau qui flotterait sur le ruisseau derrière l'appartement que nous avons loué en Pennsylvanie, etc. Et certains souvenirs restent clairs comme le verre, comme si c'était hier. Je me demande souvent si ce sont comme des simples rêves produits par la maladie dont j'étais atteint à ce printemps-là. Mais au fond de mon cœur, je sais qu'ils sont réels. Nous vivions dans une petite maison, juste en dehors de la bruyante métropole de New Vineyard, dans l'état du Maine, population 643 habitants. C'était une grande bâtisse, surtout pour une famille de 3. Il y a un certain nombre de pièces que je n'ai pas visitées durant les 5 mois que nous y avons résidé. Dans un certain sens, c'était du gaspillage d'espace, mais c'était la seule maison sur le marché, qui était à moins d'1 heure du lieu de travail de mon père. Le jour, après mon 5e anniversaire, que j'ai fêté seul avec mes parents, la fièvre s'est emparée de moi. Le médecin dit que j'avais une mononucléose infectieuse, ce qui signifiait beaucoup de repos et encore de la fièvre pour au moins 3 semaines. Ce n'était vraiment pas le moment pour rester au lit.
nous procédions à l'emballage de nos affaires pour déménager en Pennsylvanie. Et la plupart de mes choses étaient déjà emballées, dans des boîtes, laissant ma chambre vide. Ma mère m'apportait de la boisson gazeuse et des livres, plusieurs fois par jour. Et ces derniers servaient en tant que ma principale source de divertissement pour les prochaines semaines. L'ennui rôdait toujours dans le coin, attendant de montrer son affreux visage. Je me rappelle pas exactement quand est-ce que j'ai rencontré Monsieur Grandebouche. Je pense que c'était environ une semaine après que j'ai été diagnostiqué. Mon premier souvenir de la petite créature, et moi, lui demandant si elle avait un nom. Il m'a dit de l'appeler Monsieur Grandebouche, parce que sa bouche était grande. En fait, tout sur lui était grand en comparaison de son corps. Sa tête, ses yeux, ses oreilles courbées, mais sa bouche était sans doute la plus grande. Tu ressembles à un Furby, ai-je dit alors qu'il tournait les pages de mon livre. Monsieur Grandebouche m'envoya un regard perplexe. Furby ? C'est quoi un Furby ? A-t-il demandé. J'ai haussé les épaules. Tu sais, le jouet, le petit robot avec les grandes oreilles. Tu peux le caresser et le nourrir, comme un vrai animal. Oh. Monsieur Grandebouche a continué de tourner les pages de mon livre. Tu n'en as pas besoin. Ce n'est pas la même chose qu'avoir un vrai ami. Je me souviens que Monsieur Grandebouche disparaissait chaque fois que ma mère me payait une visite. Je suis sous ton lit, m'a-t-il expliqué plus tard. Je ne veux pas que tes parents me voient, car j'ai peur qu'ils ne nous laissent plus jouer ensemble. Nous n'avons pas fait grand-chose durant les premiers jours. Monsieur Grandebouche a juste regardé mes livres, fasciné par les histoires et les images qui s'y trouvaient. Le 3e ou 4e jour après notre rencontre, il m'a accueilli avec un grand sourire. « Il y a un nouveau jeu auquel nous pouvons jouer », a-t-il dit. « Nous devons attendre que ta mère soit venue, parce qu'elle ne peut pas nous voir jouer. C'est un jeu secret. » Après que ma mère soit venue me donner des livres et du soda, comme d'habitude, Monsieur Grandebouche est sorti de sa cachette et m'a pris la main. « Nous devons aller dans la pièce au bout de ce corridor, » a-t-il déclaré. J'ai refusé puisque mes parents m'ont interdit de sortir du lit sans leur permission. Mais Monsieur Grandebouche a insisté jusqu'à ce que j'accepte. La pièce en question n'avait ni meuble, ni papier peint. Sa seule caractéristique distincte était une fenêtre sur le mur, en face de la porte. Monsieur Grandebouche y est précipité. Il lui a donné une poussée ferme, en l'ouvrant. Il m'a donc demandé de regarder en bas. Nous étions au 2e étage de la maison, mais elle était sur une falaise, donc le précipice était plus haut que 2 étages dû à l'inclinaison. « J'aime jouer à faire semblant ici, » a expliqué Monsieur Grandebouche. « Je prétends qu'il y a un grand trampoline sous cette fenêtre, et je saute. Si tu y penses assez fort, tu rebondiras comme une plume. Je veux que tu essaies. » J'étais un petit garçon de 5 ans qui avait de la fièvre. Alors seul un flash de scepticisme m'a traversé l'esprit. Alors je regardais en bas, considérant la possibilité. « C'est haut, » ai-je dit. « Mais c'est ce qui est amusant. Ce serait pas amusant si c'était pas haut. Tu ferais tout aussi bien de sauter sur un vrai trampoline pendant que tu y es. » J'aimais bien l'idée, m'imaginant tomber dans le vide, pour ensuite rebondir sur quelque chose d'invisible pour l'œil humain. Mais le réaliste en moi a pris le dessus. Peut-être une autre fois, ai-je dit. Je ne sais pas si j'ai assez d'imagination, je pourrais me faire mal. Le visage de Monsieur Grandebouche a pris une allure féroce, mais seulement pendant un instant. La colère a laissé place à la déception. « Si tu le dis, » a-t-il soufflé. Il a passé le restant de la journée sous mon lit, silencieux comme une souris. Le matin suivant, Monsieur Grandebouche est arrivé en tenant une petite boîte. « Je veux t'enseigner à jongler, » a-t-il annoncé. « Voici quelques trucs avec lesquels tu peux t'entraîner, avant que je te donne des leçons. » J'ai regardé dans la boîte. Elle était pleine de couteaux. « Mes parents vont me tuer, » ai-je crié. Horrifié que Monsieur Grandebouche ait apporté les couteaux dans ma chambre. Objet que mes parents ne me laisseraient jamais toucher. Je recevrai une fessée, et je serai puni pour 1 an. Monsieur Grandebouche a froncé les sourcils. « C'est amusant de jongler avec. Je veux que tu essaies. » J'ai repoussé la boîte. « Je ne veux pas, j'aurai des problèmes. Les couteaux sont trop dangereux pour être simplement lancés en l'air. » Monsieur Grandebouche a froncé les sourcils de plus belle. Il a pris la boîte de couteaux et s'est glissé sous mon lit. Et y restait toute la journée. J'ai commencé à me demander combien de temps il restait sous moi. J'ai ensuite commencé à avoir de la difficulté à dormir. Monsieur Grandebouche me réveillait souvent la nuit.
disant qu'il a mis un vrai trampoline sous la fenêtre, un grand, et que je pouvais pas le voir dans la noirceur. Je refaisais toujours, et j'essayais de me rendormir. Mais Monsieur Grandebouche insistait. Parfois, il restait près de moi jusqu'à tôt le matin, m'encourageant à sauter. Ce n'était plus amusant de jouer avec lui. Ma mère est venue un matin pour me dire que j'avais la permission de sortir me promener, à l'extérieur autour de la maison. Elle a pensé qu'un peu d'air frais me ferait du bien, surtout après avoir été confiné dans ma chambre pour si longtemps. Tout excité, j'ai mis les baskets et ai trotté sur le porche arrière, désirant sentir les rayons du soleil sur mon visage. Monsieur Grandebouche m'attendait. « Il y a quelque chose que je veux que tu vois, » m'a-t-il dit. J'ai dû regarder bizarrement, parce qu'ensuite il a dit « Il n'y a pas de danger, je te le promets. » Je l'ai suivi à l'entrée d'un sentier, qui est dans les bois derrière la maison. « C'est un chemin important, » a-t-il expliqué. « J'ai beaucoup d'amis de ton âge. Quand ils sont prêts, je les emmène à l'autre bout de ce sentier, un endroit spécial. Tu n'es pas encore prêt, mais un jour, j'espère pouvoir t'y emmener. » Je revenais à la maison, tout en me demandant quel genre d'endroit était ce bout de chemin. 2 semaines après notre rencontre, le dernier chargement de nos affaires a été installé dans le camion de déménagement. Je serai dans la cabine de ce camion, assis à côté de mon père, pour le long voyage jusqu'en Pennsylvanie. J'ai pensé à dire à Monsieur Grandebouche que je m'en allais, mais même à 5 ans, je me doutais que ses intentions n'étaient pas là pour mon bien, même s'il disait le contraire. Pour cette raison, j'ai essayé de garder le secret. Mon père et moi étions tous les deux dans le camion à 4 heures du matin, et espérait se rendre en Pennsylvanie pour l'heure du dîner le lendemain, avec l'aide d'une ration de café infinie et d'une caisse de boissons énergisantes. Il avait plus l'air d'un homme qui allait courir un marathon, plutôt qu'un qui allait rester assis pendant 2 jours sans bouger. « Pas trop tôt pour toi ?» m'a-t-il demandé. J'ai hoché la tête et ai placé ma tête contre la vitre, espérant pouvoir dormir un peu avant que le soleil ne se lève. J'ai senti la main de mon père sur mon épaule. « C'est la dernière fois, fiston, je te le promets. Je sais que c'est difficile pour toi, malade comme tu as été. Lorsque papa aura eu sa promotion, nous pourrons nous relaxer et tu pourras te faire des amis. » J'ai ouvert mes yeux alors que nous sortions du stationnement. J'ai vu la silhouette de Monsieur Grandebouche dans la fenêtre de ma chambre. Il s'est tenu immobile jusqu'à ce que le camion soit dans la rue. Il m'a tristement fait un signe de main, tenant un couteau à viande dans l'autre. Je l'ignorais. Des années plus tard, je suis revenu à New Vineyard. La terre sur laquelle notre maison se tenait était vide, excepté la fondation de la maison, qui avait pris feu quelques années après que ma famille soit partie. Avec curiosité, j'ai suivi le sentier que m'avait montré Monsieur Grandebouche. Une partie de moi-même s'attendait à ce qu'il saute de derrière un arbre pour me faire la peur de ma vie. Mais j'ai senti qu'il était parti, attaché à la maison qui n'existait plus. Le sentier menait au mémorial, cimetière de New Vineyard. Et j'ai remarqué que plusieurs tombes appartenaient à des enfants. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner. Et on se donne rendez-vous mercredi à 14h pour une nouvelle Creepypasta.